Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. Je me souviens que quand j'étais jeune, dans les années 80, on ne parlait dans les médias que des gras saturés, des gras trans. Il y a 40 ans, la mode était aux produits faibles en gras. Et pourtant, l'obésité demeure un important problème de santé publique ici aux États-Unis et dans le reste du monde. Le bon sens suggère que l'obésité est causée par un déséquilibre entre les calories consommées et les calories dépensées. Bref, que tout excès de calories entraînerait l'obésité. La solution? Manger moins et faire plus d'exercice. Malgré de nombreuses recommandations en ce sens pour atteindre cet objectif, un tiers des adultes et 17% des enfants sont obèses. Peut-être que ce n'est pas seulement la quantité de nourriture que nous mangeons, mais aussi ce que nous mangeons qui encourage notre corps à stocker les graisses. L'initiative de créer des aliments faibles en gras peut être attribuée au comité McGovern, qui a publié un rapport en 1977 recommandant aux Américains de manger moins de gras et plus de glucides complexes pour prévenir le diabète, les maladies cardiaques et les incidents vasculaires cérébraux. Au cours des décennies suivantes, plusieurs groupes de défense de la santé ont fait écho à ces mêmes recommandations, donnant lieu à la version actuelle de l'Amérique et du reste du monde pour les aliments gras. Mais dans les faits, l'industrie alimentaire a remplacé les graisses par du sucre afin de pallier à la perte de goût, ce qui est malheureusement plus obésogène, même si les calories par portion sont inférieures. Partie 1. Le prophète du sucre. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Bien, il y a quelques années, un livre publié en 1972 par un professeur britannique aujourd'hui décédé est soudainement devenu un must. Pure, White and Deadly de John Yudkin, un livre largement tourné en dérision au moment de sa publication, a été répertorié comme l'un des ouvrages épuisés les plus convoités au monde. La raison derrière ça? Bien, c'est une conférence intitulée Sugar, The Bitter Truth de Robert Lustig, professeur d'endocrinologie pédiatrique à l'Université de Californie, dans laquelle le chercheur Lustig a salué le travail de Yudkin comme prophétique. Lustig fait partie d'un nombre croissant de scientifiques qui pensent que le sucre ne fait pas que grossir et pourrir les dents. Ils sont convaincus que le sucre est la cause de plusieurs maladies chroniques et courantes comme les maladies cardiaques, le cancer, Alzheimer et le diabète. Le sucre crée également une dépendance, comme la drogue, car il interfère avec nos appétits et crée une envie irrésistible de manger. Mais le camp anti-sucre ne fait pas encore la fête. Ils savent à quel point l'industrie sucrière peut être un adversaire impitoyable et sans scrupules. Dans les années 60, les scientifiques s'efforçaient de déterminer les raisons d'une augmentation alarmante des niveaux de maladies cardiaques. Au bout d'un moment, un consensus a émergé. Le coupable était le niveau élevé de matières grasses dans notre alimentation. From the very beginning, Smart Balance buttery spreads have contained no trans fatty acids and no hydrogenated oil. Trans fat can raise LDL bad cholesterol and lower HDL good cholesterol. Au lieu de traiter les découvertes comme une menace, l'industrie alimentaire a repéré une opportunité. Des études de marché ont montré que les produits sains et les aliments faibles en gras seraient populaires. Au début des années 70, les supermarchés étaient inondés de yogourts allégés, de pâtes à tartiner et même de desserts. Une voix s'est élevée dans l'opposition. John Yudkin, fondateur du département de nutrition du Queen Elizabeth College de l'Université de Londres. Il avait fait ses propres expériences. Au lieu de blâmer les graisses, il a affirmé qu'il y avait une corrélation plus claire entre l'augmentation des maladies cardiaques et une augmentation de la consommation de sucre. Il a décrit ses résultats dans Pure, White and Deadly en 1972. Le livre réfléchissait à savoir s'il y avait un lien de causalité entre la graisse et les maladies cardiaques. Après tout, dit-il,
nous mangions des substances comme le beurre depuis des siècles, tandis que le sucre, jusque dans les années 1850, était une friandise rare pour la plupart des gens. Si seulement une petite fraction de ce que nous savons sur les effets du sucre devait être révélée par rapport à tout autre ingrédient utilisé comme additif alimentaire, a-t-il écrit, cet élément serait rapidement interdit. Partie 2. Le complot. Dans les années 60, l'industrie sucrière a financé des recherches qui minimisaient les risques du sucre et mettaient en évidence les dangers des graisses. Selon un article du JAMA Internal Medicine, des documents internes suggèrent qu'un groupe d'industriels appelé la Sugar Research Foundation, la SRF, voulait réfuter les inquiétudes concernant le rôle possible du sucre dans les maladies cardiaques. La SRF a ensuite parrainé des recherches menées par des scientifiques de Harvard qui ont fait exactement cela. Le résultat a été publié dans le New England Journal of Medicine en 1967, sans mentionner qui a financé la recherche. Le projet financé par le sucre en question était une revue de littérature examinant une variété d'études et d'expériences. Le projet suggérait qu'il y avait des problèmes majeurs avec toutes les études impliquant le sucre et a conclu que la réduction des graisses dans les régimes alimentaires américains était la meilleure façon de lutter contre les maladies coronariennes. Les auteurs du nouvel article affirmaient qu'au cours des 5 dernières décennies, l'industrie sucrière a tenté d'influencer le débat scientifique sur les risques relatifs du sucre et des graisses. Dans un article publié récemment par les auteurs Glenn Kristen Kearns et Laura Schmidt, il est révélé que l'industrie sucrière a tenté d'influencer les enquêtes et les débats scientifiques. Les chercheurs notent que les scientifiques ont travaillé sous certaines limites. Il n'y a aucune preuve que la SRF ait directement édité le manuscrit publié par les scientifiques de Harvard en 1967, mais il existe des preuves circonstancielles que les intérêts du lobby du sucre ont façonné les conclusions de l'examen selon les chercheurs. D'une part, il y a la motivation et l'intention. En 1954, notent les chercheurs, le président de la SRF a prononcé un discours décrivant une grande opportunité commerciale. Si les Américains pouvaient être persuadés de suivre un régime pauvre en graisse pour le bien de leur santé, ils devraient remplacer ces graisses par autre chose. La consommation américaine de sucre par habitant pourrait augmenter alors d'un tiers. Mais dans les années 60, la SRF a pris connaissance de rapports continus selon lesquels le sucre est une source alimentaire de calories moins souhaitable que les autres glucides. John Nixon, vice-président et directeur de la recherche de la SRF, a recommandé que l'industrie finance ses propres études. Alors l'industrie pourrait publier ces données et réfuter ses détracteurs. L'année suivante, après la publication de plusieurs articles scientifiques suggérant un lien entre la saccharose et les maladies coronariennes, la SRF a approuvé le projet de revue de littérature. Il a fini par payer environ 50 000 $ d'aujourd'hui pour la recherche. L'un des chercheurs était le président du département de nutrition en santé publique de Harvard et un membre ad hoc du conseil d'administration de la SRF. Glenn, Kearns et Schmidt affirment que bon nombre des articles examinés dans la revue ont été sélectionnés à la main par la SRF et il était sous-entendu que l'industrie sucrière s'attendait à ce qu'ils soient critiqués. Dans une lettre, Hickson de la SRF a déclaré que l'intérêt particulier de l'organisation était d'évaluer les études axées sur les glucides sous forme de saccharose. Le projet a fini par prendre plus de temps que prévu, car de plus en plus d'études étaient publiées suggérant que le sucre pourrait être lié à une maladie coronarienne. Mais il a finalement été publié en 1967. L'étude a minimisé l'importance des recherches suggérant que le sucre pourrait jouer un rôle dans les maladies coronariennes. Dans certains cas, les scientifiques ont allégué l'incompétence de l'enquêteur ou une méthodologie défectueuse. Il est toujours approprié de remettre en question la validité des études individuelles, a déclaré Kearns à Bloomberg. Mais, dit-elle, les auteurs ont appliqué une norme différente à différentes études, en examinant de manière très critique les recherches impliquant le sucre et en ignorant les problèmes des études qui ont révélé des dangers dans les graisses. Les études épidémiologiques sur la consommation de sucre, qui examinent les schémas de santé et de maladies dans le monde réel, ont été rejetées pour avoir trop de facteurs possibles. Les études expérimentales ont été rejetées parce qu'elles étaient trop différentes de la vie réelle.
Une étude qui a trouvé un avantage pour la santé lorsque les gens mangeaient moins de sucre et plus de légumes a été rejetée parce que ce changement alimentaire n'était pas faisable. Les chercheurs de Harvard se sont ensuite tournés vers les études examinant les risques liés aux graisses, qui comprenaient le même type d'études épidémiologiques qu'ils avaient rejetées en ce qui concerne le sucre. Citant peu de caractéristiques d'études et aucun résultat quantitatif, comme l'ont dit Kearns, Glantz et Schmidt, ils ont conclu que la réduction des graisses était sans aucun doute la meilleure intervention alimentaire pour prévenir les maladies coronariennes. Le problème le plus important est d'actualité. Comme le note Myron Esley dans le même numéro du JAMA Internal Medicine, est-il vraiment vrai que les entreprises alimentaires ont délibérément cherché à manipuler la recherche en leur faveur? Oui, c'est vrai, et la pratique continue. En 2015, le New York Times a obtenu des emails révélant les relations intimes de Coca-Cola avec des chercheurs sponsorisés qui menaient des études visant à minimiser les effets des boissons sucrées sur l'obésité. Encore plus récemment, l'Associated Press a obtenu des courriels montrant comment une association commerciale de bonbons a financé et influencé des études pour montrer que les enfants qui mangent des sucreries ont un poids corporel plus sain que ceux qui n'en mangent pas. Conclusion. Selon Robert Ludzik, il est clair qu'il y a une campagne de l'industrie alimentaire et de plusieurs scientifiques pour discréditer le travail de John Yudkin. Le British Sugar Bureau a publié un communiqué de presse rejetant ces affirmations comme des affirmations émotionnelles, et l'Organisation mondiale de recherche sur le sucre a qualifié son livre de science-fiction. Lorsque Yudkin a tenté une action en justice, il a imprimé une rétractation mielleuse concluant « Le professeur Yudkin reconnaît que nous ne sommes pas d'accord avec son point de vue et accepte que nous ayons le droit d'exprimer notre désaccord. » Yudkin était persona non grata des conférences internationales. Lorsqu'il a contribué, les articles qu'il a donnés contre le sucre ont été omis de publication. À la fin des années 70, il avait été tellement discrédité que peu de scientifiques osaient publier quoi que ce soit de négatif sur le sucre de peur d'être attaqués de la même manière. Les détracteurs de Yudkin avaient un atout. Ses preuves reposaient souvent sur des observations plutôt que sur des explications de l'augmentation des taux d'obésité, de maladies cardiaques et de diabète. Il pouvait vous dire que ces choses se produisaient, mais pas pourquoi, ou du moins pas d'une manière scientifiquement acceptable, explique David Gillespie, auteur de Sweet Poison. 3 ou 4 des hormones qui expliqueraient ces théories n'avaient pas encore été découvertes. Yudkin savait que davantage de données étaient nécessaires, mais ce qui est important dans son livre, c'est sa signification historique, déclare Lustig. Cela nous aide à comprendre comment un concept peut être abattardi par les forces obscures de l'industrie. À partir des années 80, plusieurs découvertes ont donné du crédit aux théories de Yudkin. Les chercheurs ont découvert que le fructose, l'un des deux principaux glucides du sucre raffiné, est principalement métabolisé par le foie, tandis que le glucose présent dans les féculents comme le pain et les pommes de terre est métabolisé par toutes les cellules. Cela signifie que la consommation excessive de fructose exerce une pression supplémentaire sur le foie, qui convertit ensuite le fructose en graisse. Cela induit une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline ou syndrome métabolique, que les médecins reconnaissent désormais généralement comme le principal facteur de risque de maladie cardiaque, de diabète et d'obésité, ainsi qu'un facteur possible de nombreux cancers. L'un des problèmes avec le message anti-sucre est à quel point il est déprimant. La substance fait tellement partie de notre culture que de se faire dire qu'acheter une glace aux enfants peut équivaloir à les empoisonner n'a tout simplement pas de bon sens. Comment osez-vous? C'était Walid Romani pour Document 1. Suivez-nous sur Spotify et YouTube. À la prochaine!